Bonjour et merci d'être restés si nombreux avec nous en cette troisième journée de Ready for It. Je me suis fait reprendre, je disais Ready for IT, on m'a dit non, c'est Ready for It. Donc voilà, troisième journée de Ready for It. Alors vous voyez mon étiquette, ah non elle n'est pas là, donc je suis Yvan Montagne, je suis journaliste et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde. Avec trois intervenants de qualité, vous allez le voir, on a essayé de faire une table ronde sur l'IoT, la sécurité et la transparence qui soit pleine de sens et de contenu et de retour d'expérience. Alors, comment ça va fonctionner, le temps que encore deux, trois personnes arrivent. Moi, ce que je vous propose, c'est que comme nous sommes dans un tout petit groupe, vous n'hésitiez pas à nous interrompre si vous avez des questions à nous poser. Sinon, on prend une demi-heure pour évoquer le sujet et ensuite, on s'accordera le dernier quart d'heure pour les échanges. Voilà. Alors, juste peut-être pour avoir un peu plus de profil sur les personnes qui sont ici présentes, c'est-à-dire vous qui nous écoutez. Deux questions qui vont être très rapides. Qui parmi vous est plutôt côté, je dirais côté DSI? Et je vous demanderai après qui est plutôt du côté RSSI. Donc qui est plutôt du côté DSI? Voilà. Et donc, j'ai avec une implication encore plus forte sur la partie IoT, et puis la sécurité de toute façon est incontournable, qui est plutôt côté RSSI. Donc c'est partagé. C'est quasiment la parité. Voilà, c'est presque la parité. Qui n'a pas levé la main? Oui, on pourrait dire qui n'a pas levé la main, mais bon. Merci de continuer de vous joindre à nous. Donc, alors, écoutez, on va attaquer tout de suite. Donc je vais vous présenter nos trois intervenants. Bon, sachant qu'en fait, évidemment, ils vont se présenter tout seuls, ils sont assez grands, mais au moins vous expliquez qu'ils sont trois. Vous avez tout d'abord de la gauche vers la droite Nicolas Lemaire, puis Fabrice Delouche et Hervé Fortin. Alors, chacun va se présenter. Nicolas, vous voulez commencer? Oui, bonjour. Alors, je vais rapprochez le micro, et vous avez deux micros à vous partager à trois, donc, mais rapprochez-le quand vous parlez. Voilà. On va partager. En deux mots, donc, moi je fais partie du groupe Bouygues Construction. En fait, sur un projet assez innovant, en fait, le groupe Bouygues a lancé il y a un peu plus d'un an un programme d'intrapreneuriat pour faire émerger en fait des idées nouvelles. Et nous, on est arrivé avec une idée autour de l'IoT et de la donnée. Et je vous expliquerai peut-être un peu plus tard de quoi il s'agit. Et voilà, c'est donc une start-up interne que nous on a lancée il y a maintenant un peu plus d'un an et on a des résultats concrets puisque notre solution a permis d'équiper quelques chantiers et l'idée aujourd'hui c'est de vous faire un premier retour d'expérience sur ça. Merci Nicolas. Alors. Merci Nicolas. Bon, je m'appelle Fabrice Delouche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans l'industrie depuis à peu près 20 ans, principalement dans l'automobile, avec quelques écarts. Et donc j'ai évolué de fonction de DSI et maintenant je suis CISO groupe pour le groupe Delphi, donc équipementier automobile. Ok. Et on enchaîne avec Hervé. Donc Hervé Fortin, je suis... Rapproche le micro parce qu'on ne t'entend pas là. Donc, Hervé Fortin, je travaille pour les laboratoires Servier, à la fois comme DPO de toutes les entités France et comme RSSI adjoint monde. Et dans notre périmètre, on a aussi bien de l'IoT côté industriel pur, sur tout ce qui est chaîne de production, jusqu'à aujourd'hui des applications et des devices médicaux connectés à destination des patients. Donc ça fait un périmètre relativement large en matière d'IoT. Et dans un passé pas si lointain, je vois également au travers de collectivités sur tout ce qui était l'IoT dans les smart cities. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est bon? Ok. N'hésitez pas quand même à rapprocher le micro quand vous parlez. Alors, vous voyez, quand on a construit cette table ronde, on a essayé, d'avoir une diversité de retours d'expérience. Et puis, j'avais également invité Nicolas pour qu'on ait en plus une expérience de construction d'un projet IoT, pour qu'on aille plus loin que la vision RSSI et qu'on aille aussi sur la vision DSI et conception de projet. Et j'en remercie d'autant plus qu'on va assister à la naissance d'une spin-off, finalement, de chez Bouygues Construction, puisque
vous allez donc passer du statut de projet interne à Bouygues Construction à celui de créer une véritable entreprise autour de ce projet IoT. Alors, puisque vous êtes sur la partie industrie, tout de suite, on va en parler. Quelles étaient vos problématiques en matière vous avez bien précisé IoT et données. On va peut-être parler de la donnée finalement, parce que c'est le problème qui nous intéresse ici également, puisqu'on est sur la sécurité et la transparence. Oui, alors en 2 mots, en fait, aujourd'hui, on est parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui, dans la construction, il y a à peu près 40% d'inefficacité, en fait, de temps perdu. Ça, c'est un constat qu'a fait McKinsey en 2017. Et notre projet consistait à utiliser de la donnée de géolocalisation pour améliorer la sécurité et l'efficacité sur les chantiers. Voilà, ça, c'était l'idée de départ. Et tout l'enjeu, en fait, autour de la donnée, d'abord, c'était de la créer. Aujourd'hui, dans la construction, la donnée n'existe presque pas. En tout cas, cette donnée temps réel qui vient des chantiers. D'où l'idée d'utiliser la géolocalisation et ce qui se faisait en termes d'IoT. Et c'est la première démarche qu'on a eue dans ce projet-là. Et la deuxième, c'était à partir de cette donnée, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer et surtout, quels services on pouvait rendre tout de suite aux utilisateurs pour qu'ils adoptent les projets. C'est pour ça que notre projet avait été retenu, en fait, c'est parce qu'il se traduisait directement par un service aux utilisateurs et non pas sur un concept un peu macro, un peu vu d'en haut, où on irait collecter de la donnée pour quelque part, à un moment donné, apporter de l'efficacité. Là, l'idée était vraiment d'apporter de l'efficacité au plus près des terrains sur les utilisateurs. Ok. Excusez-moi. Fabrice, vous êtes dans le domaine automobile. Voilà un domaine qui est d'une très grande richesse et diversité en termes d'IoT, qui va de l'industrie au véhicule lui-même. Donc j'imagine que vous qui êtes passé du statut de DSI à celui de DOSI, le périmètre sécurité autour de l'IoT, ça doit être un vrai casse-tête finalement. Alors, c'est une façon de voir les choses. Oui, mais vous allez nous démontrer que non. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en fait, la difficulté dans laquelle on évolue, là, je vais me focaliser sur le secteur automobile, après je pourrais diverger sur le secteur industriel de façon un peu plus large, c'est qu'en fait, on est attiré par le véhicule connecté aujourd'hui, qui est un de nos chevals de bataille. Donc on a un côté métier qui est très particulier. Maintenant, si je prends un peu plus de recul et pour essayer de préciser le contexte dans lequel on évolue, en fait, l'état des lieux pour nous, qui sommes une entreprise industrielle répartie dans différents pays, c'est qu'est-ce que c'est que l'IoT et comment on l'aborde. Chez nous, il y a 3 grands types de catégories et on distingue ce qui est IT de OT. Après, il y a des termes un peu marketés, mais on a 3 types de catégories en fait, d'objets connectés. On a ceux que l'on gère, donc gérés par la DSI, qui sont complètement apparentés à n'importe quel device, peu importe que ça soit tagué IoT ou pas. C'est géré avec les mêmes contrôles, les mêmes règles. Après, on a tout ce qui est géré, mais pas par la DSI. Et donc, on est plutôt sur la partie production, donc les objets industriels connectés, mais qui sont sous contrôle. Après, on peut diverger pour se dire, effectivement, le niveau de risque n'est pas le même. Mais en tout cas, c'est sous contrôle dans le sens où il y a un vrai process avec des équipes qui sont responsables de ces devices. Et après, il y a le reste qui n'est pas géré, qu'on ne connaît pas. Et le reste, aujourd'hui, c'est un peu la nébuleuse pour nous. Ouais. Et la difficulté, c'est d'essayer de... Alors, j'ai utilisé des termes que vous connaissez, essayer de réduire la surface d'attaque de ces objets. Donc, c'est quiz de la détection, quiz des contrôles qu'on a en place et qu'est-ce qu'on fait pour éviter, entre guillemets, l'impact, si toutefois il y a une faille qui est exploitée, ce qui est un peu notre pain quotidien dans le secteur automobile, qui n'impacte pas, par exemple, les véhicules des constructeurs. Alors, en 2 mots, après, je sais qu'il y a d'autres questions, mais en 2 mots, en fait, le secteur industriel dans lequel on évolue, c'est quoi ? En fait, c'est un écosystème pour lequel nous, on n'est pas responsable des données. Donc, on fournit des objets, mais en fait, une fois qu'ils sont embarqués dans le véhicule, ça appartient au constructeur. Ça ne veut pas dire que le rôle est facile, mais en tout cas, on n'a pas la responsabilité des données qui sont générées par le véhicule. Ceux qui ont assisté hier à la conférence Huawei qui parlait des véhicules connectés, on génère plus de 300 gigas pour les véhicules connectés. Bon, ça, c'est des chiffres qui font un peu le buzz, mais en fait, on ne sait pas trop jusqu'où on va aller. Ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas aller en diminuant. Donc, en fait, Delphi, on fait quoi ? On fournit à la fois des objets qu'on peut considérer comme IoT. Donc, entre guillemets, c'est des équipements intelligents qui sont embarqués dans les véhicules. Ceux-là, on va dire, font partie des objets, donc deuxième catégorie, je citais tout à l'heure, qui sont sous contrôle. Et on a également tout ce que l'on a dans nos environnements industriels, comme tous ceux qui sont dans l'industrie dans cette salle, où en fait, vous avez des équipements qui sont connectés sur votre infrastructure et bon an, mal an, vous voulez les gérer au même titre que le reste. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Et je vais mettre de côté la 3e partie, on en parlera peut-être un petit peu après. Donc sur la partie données, pour répondre à votre question, en fait, tout ce qui est géré dans les 2 catégories, on maintient la donnée et on assure une mesure du risque. Alors on est encore...
un peu ambivalent entre du risque quantitatif, risque qualitatif. Mais bon an, mal an, on fait de la mesure de risque, on met en place des contrôles et on est dans une démarche relativement classique en termes de gestion de sécurité, même si ces objets sont considérés comme un peu novateurs, un peu, je dirais, hors normes. Au final, on les gère de la même façon que tout équipement informatique. Donc, ils font partie des standards, il y a des contrôles en place, il y a des mesures de vulnérabilité qui sont sous contrôle, tout est relatif. Et ça, on va dire, c'est quelque chose pour lequel on a plutôt une très bonne visibilité. Le pendant de ça, c'est quoi? C'est de se dire qu'on veut l'intégrer au final, tous ces assets que l'on gère, on veut les intégrer dans notre SOC. Donc, pour ceux qui ont un SOC, en fait, c'est un peu le pendant en fait, de la sécurité opérationnelle qui nous permet d'avoir un niveau je dirais, de contrôle et de validation en 24/7 sur différents pays, où on s'assure qu'on a une sécurité qui est mesurée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Maintenant, une fois qu'on a ces objets qui partent côté client, ils ne nous appartiennent plus. Et là, c'est un environnement qui est aujourd'hui à définir et pour lequel il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces objets, ils se retrouvent embarqués dans des véhicules. Ils se retrouvent potentiellement entre les mains de gens mal intentionnés et qui sont relativement brillants et qui font des fois la une de la presse et qui, en fait, ont pour objectif de démontrer que ce qu'on a fabriqué n'est pas sécurisé. Et c'est non seulement un challenge, mais honnêtement, ça serait, je dirais, une erreur de ma part de dire qu'on le maîtrise, ce risque-là. On ne le maîtrise pas du tout. On le contrôle tant bien que mal, mais on apprend au fur et à mesure avec les constructeurs de ce qui se passe. Donc ça, c'est un volet sur lequel la donnée est stratégique et à la fois, elle n'est pas sous notre contrôle. Donc c'est le côté un peu antinomique dans lequel on évolue. Donc ce qui est chez nous considéré comme on-premise, on le contrôle, on le gère. Une fois que les produits sont vendus, qui sont tagués IoT, effectivement, là, on est dans une vraie nébuleuse. Je pense qu'on va revenir dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément une perspective qui est très... c'est beaucoup d'opportunités pour les gens qui vont définir les standards. Tout à fait. On va retenir les opportunités, c'est bien. Hervé, à vous, expliquez-nous. Alors moi, je rajouterai une dimension à ça, c'est qu'en plus, vous êtes dans l'e-santé et vous faites des objets qui sont des objets personnels. C'est en plus une surcouche qui est liée finalement aux données personnelles. Je ne vais pas revenir parce que je rejoins complètement Fabrice sur l'aspect industriel que l'on manage aussi, tout ce qui est on-premise présente un certain nombre de risques, mais reste dans un giron, je dirais, plutôt managé, à défaut d'être contrôlé. On intervient également, nous, maintenant, dans un domaine qui est dans le domaine de la e-santé, où on collabore, on participe au développement d'objets connectés de santé. Donc il y a une thématique forte de sécurité pour les personnes, de sécurité pour le patient dans la manière dont le device va être géré. Et de la même façon que pour la partie automobile, une fois qu'on a fait développer cet outil, il est mis entre les mains d'utilisateurs finaux, qui sont les patients, sur lesquels on n'a pas forcément de contrôle. En tant que personne, on peut leur donner un certain nombre de guides. L'objet, une fois qu'il est déporté chez l'utilisateur final, on n'en a plus un contrôle total. Donc il faut avoir assuré dans son développement l'analyse de sécurité qui a été faite autour et la manière dont on va le développer, un maximum de choses, en prenant en compte ce qui est plus compliqué que quand c'est on-premise, avec tous les risques, comme on sait qu'il n'y a pas de développement sans faille, c'est d'avoir intégré, ce qui est un vrai challenge avec les devices tels qu'on les connaît aujourd'hui dans leur mode de développement, de conception, d'anticiper le maintien en conditions opérationnelles et tout ce qui va être, sans forcément faire de rappel, comment, si une faille est détectée dans une semaine, un mois, 2 mois, 10 mois, je ne sais pas, comment je gère la mise à jour d'un device qui n'est pas chez moi. Sachant qu'on parlait dans le domaine de la e-santé, autre particularité, là à ce moment on est en train de commercialiser un t-shirt connecté qui permet de faire des relevés de CG cardiologiques chez des patients en insuffisance cardiaque. La difficulté, c'est que le device devient multiple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul objet connecté. On a un objet dit de santé qui est interconnecté avec une application mobile pour la piloter, interfacé avec du Wi-Fi, lui-même interfacé, ça remonte sur du site web avant de redescendre chez un médecin. Donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la chaîne. On est sur des chaînes d'objets, les uns derrière les autres, où ça multiplie d'autant les risques, puisqu'il faut gérer l'intégralité de la chaîne. Sachant qu'on n'a pas, encore une fois,
la main sur toute la chaîne en permanence. Oui. Nicolas, je reviens vers vous parce que dans le domaine industriel, le projet que vous menez, il y a deux aspects au niveau de l'IoT en termes de sécurité. Il y a la sécurité de l'IoT lui-même et puis il y a l'IoT au service de la sécurité. Et vous êtes justement sur l'autre démarche qui est moins celle de la sécurisation de l'IoT que de la sécurité des utilisateurs en fait. Alors oui, c'est vrai que c'est aussi un aspect de l'IoT, c'est que nous, on s'en sert pour faire de la sécurité sur les chantiers de construction, donc c'est aussi un intérêt, mais ce qui montre aussi que ça peut être... on est toujours très inquiet pour sa sécurité quand on parle d'IoT. Pour une fois, en fait, c'est un peu l'effet contraire, c'est que là, l'IoT va apporter un complément de sécurité sur les chantiers. Et je voudrais revenir également sur deux choses en fait, qui m'intéressent beaucoup. C'est très intéressant en fait, de voir... alors, nous, on est arrivé avec un projet très innovant dans un univers qui l'est moins, la construction. Et en fait, on a fait un choix dès le départ. On s'est mis complètement à l'écart du groupe. On a construit une start-up juste pour ça. Parce que justement, un des problèmes, notamment quand on commence à imbriquer des technologies très récente, avec beaucoup de fournisseurs différents. Nous, on utilisait des objets connectés qui n'étaient pas forcément les nôtres, avec des couches assez complexes. La connectivité n'était pas forcément complètement maîtrisée, ce n'était pas chez nous. Et donc, on a fait le choix en fait, de s'isoler complètement de la DSI, de faire ça dans notre coin. Alors, c'est facile à dire quand on monte un projet de zéro et puis on est en mode start-up, parce que du coup, on peut se permettre de le faire. On sera sans doute rattrapé par ces aspects sécurité. Mais c'est aujourd'hui une façon en fait, de lancer ces projets innovants pour les grands groupes. Parce qu'une difficulté pour un grand groupe, c'est comment je lance de l'innovation sur des choses que je ne maîtrise pas, sans mettre en danger tout ce qui existe. Et là, c'est le choix qui a été fait. C'était en fait de l'isoler complètement dans une start-up qui, alors pour le coup, nous, on a eu libre cours pour choisir nos fournisseurs, ce qu'on intégrait, la façon dont on l'intégrait. Alors, on est à peu près certain qu'il y a des failles. On va heureusement, après un premier cycle d'itération, sans doute faire passer des experts pour nous aider un peu justement à les cibler. Par contre, l'intérêt, c'est qu'en quelques mois, on avait notre produit sur le marché. Et juste le deuxième point sur la donnée personnelle, ce qui est intéressant, en fait, nous on le voit sur les chantiers de construction. À la base, on équipe l'outillage en fait de capteurs. Par contre, l'outillage est forcément porté par des compagnons et des ouvriers sur les chantiers. Et tout d'un coup, naît une inquiétude, mais on est en train de mesurer ma productivité, on est en train de savoir où je vais. En plus, parfois, les capteurs fonctionnent partout. Donc, en fait, ils rentrent chez eux, ils ont encore l'outil avec eux, le capteur avec eux. Qu'est-ce qui se passe en dehors des heures de travail? Et c'est toutes ces thématiques-là qu'on ne pensait pas avoir à aborder au départ, en travaillant sur l'outillage, qu'on s'est mis à aborder en termes de données personnelles. Et alors, un des choix qu'on a fait, c'est sans doute aussi le côté un peu test et qui fonctionne, qui permet ça, c'est qu'on a joué la transparence. On a dit clairement aux utilisateurs, voilà ce qu'on collecte, voilà exactement. En fait, l'idée, c'est d'aller débusquer un peu les mythes. C'est de se rendre compte, parce qu'il y a souvent beaucoup de mythes autour de l'IoT et de la technologie. Nous, on a eu des témoignages, les compagnons venaient nous voir et nous disaient mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce capteur? Est-ce que vous mesurez tout ce que je fais? Est-ce que vous savez quand je travaille pas? Est-ce que ça écoute? Parce que c'était une de leurs inquiétudes, est-ce qu'on n'a pas mis un micro à l'intérieur? Et alors, il a fallu revenir sur ce que c'était, sur ce qu'on avait, concrètement ce que contenait le capteur. On mesurait un point tous les 5 minutes avec une précision qui était bien inférieure à ce qu'ils pouvaient espérer, pour un peu rassurer. Et c'est comme ça, en fait, c'est par ce travail de transparence, en fait, qu'on a réussi à lancer ce projet. Merci Nicolas, vous avez introduit la notion de transparence, ça est une question qui allait suivre. Je vais revenir sur la partie automobile, puisque on l'évoque, et vous avez évoqué deux parties, c'est une partie on-premise que vous maîtrisez, et puis une partie avec les constructeurs que vous ne maîtrisez pas. Si on parle de la partie on-premise, puisque c'est aussi la partie industrielle qui intéresse également les personnes qui vous écoutent, est-ce que la donnée comment vous intégrez la notion de données personnelles et de suivi de cette donnée dans vos projets? Alors, c'est à la fois une bonne question et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, le pendant que l'on a fait, c'est de ne pas créer une approche différente pour tout ce qui est tagué IoT. Donc, on a voulu volontairement l'intégrer dans nos processus internes. Et donc, en fait, quand on a abordé toute la problématique RGPD, on a identifié les assets qui véhiculaient des données comme étant potentiellement à caractère personnel. Et après, qu'est-ce qu'on met dedans ?
On a fait un choix de dire à partir du moment où les données contiennent juste des informations qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, mais qui ne sont pas, entre guillemets, vitales et qui peuvent être éventuellement anonymisées, on a écarté ces objets-là. Donc, tous ces objets, hein, on peut avoir des automates, on peut avoir des moyens de production, même si quelque part, ils sont dans la chaîne, ce n'est pas eux qui sont responsables de la donnée, ils sont juste un véhicule potentiel et où ils enrichissent la donnée. Pardon. Donc ceux-là, on les a volontairement écartés et, entre guillemets, comme on dit dans notre jargon, on n'a pas été rattrapé par la patrouille. Donc personne ne nous a dit que finalement, ce n'était pas compliant. A contrario, on a des données qui sont... Alors là ça n'a rien à voir avec le secteur automobile, hein, et qui sont considérés comme étant des objets connectés et qu'on peut considérer comme étant sous le contrôle de la DSI. Je prends l'exemple de badges, je prends l'exemple d'équipements, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment maîtrisés par la DSI, mais qui, quelque part, sont intégrés sur le système d'information. Et là, on est clairement dans cette problématique de gestion des personnels. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, ces objets sont juste un moyen de collecte. La donnée, elle n'est pas stockée dedans. Dans tous les cas, enfin, nous, on n'a pas de cas d'usage. Et je mets de côté les véhicules, hein, pour l'instant. On n'a pas de cas d'usage d'IoT qui stocke de la donnée. En fait, l'IoT, c'est juste un objet qui génère de la data, mais pour l'envoyer dans un système d'information qui, là, va être responsable de la donnée stockée. Et c'est là où on a mis les contrôles en place. Donc, finalement, on a abordé ça de façon relativement simpliste. Hein. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien. Et on a écarté le problème. Donc, l'IoT, ce n'est pas un sujet pour nous. Hein, parce qu'on est, là, mon collègue n'a pas les mêmes problèmes que moi. Mais moi, je n'ai pas ce souci d'avoir des objets connectés qui, quelque part, contiennent des données personnelles. Et encore une fois, je mets de côté une fois que c'est embarqué dans le véhicule. On ne va pas vous rater après. On l'évoquera. J'en parlerai après. Oui, tout à fait. Hervé, justement, on vient de vous pointer là. Et puis alors, j'ai été surpris, vous n'avez pas cessé d'acquiescer sur tout ce qui a été dit avec vos confrères. Expliquez-nous. Oui, parce que les problématiques qu'on rencontre, que ce soit dans le secteur industriel ou dans les objets quasi du quotidien que l'on met entre les mains des patients, présentent les mêmes problématiques. En termes d'analyse de risque, on a fait le même choix, c'est-à-dire que nos analyses macroscopiques en termes de projets, de solutions, on aborde le sujet, que ce soit de l'IoT ou une solution X, de la même façon. Ce qui va changer, en revanche, c'est dans les mesures de sécurité, dans les tests qui vont pouvoir être faits, évidemment, comme tout est contextualisé, hein, particulièrement avec le RGPD, mais le reste, on va avoir plus d'éléments de chaînes à vérifier, à tester, sur lesquels on a beaucoup de sujets très innovants, sur lesquels on n'est pas nous-mêmes capable d'aller aussi loin qu'on le voudrait en termes d'analyse, de tests. On peut comprendre le risque dans l'usage. Après, les tests, ça devient de la pure technique avec des experts spécialisés qui existent. Et c'est là où l'approche peut légèrement différer, mais on ferait la même dans une solution quelconque avant mise en production. C'est l'analyse globale peut être faite en interne. Après, on identifie les différents éléments. Sur la partie données personnelles, comme pour tout traitement de données à caractère personnel, on doit identifier dès le départ de quelles données on va avoir besoin. Oui. Et si je reprends le cas du t-shirt connecté, on a d'autres objets connectés qui ne stockent pas de la donnée. C'est même pas de la donnée personnelle qui est stockée à ce moment-là, c'est de la donnée dite médicale. Elle devient personnelle puisqu'elle est portée, c'est le rattachement entre la donnée qui est stockée et le propriétaire ou le porteur de l'objet. Une fois que ces données sont remontées et rattachées à la personne physique, qui deviennent effectivement des données à caractère personnel. Dans l'enregistreur en lui-même, si je reprends le cas de ce t-shirt, si on perd demain l'enregistreur en tant que tel, celui qui le trouve, il va avoir des relevés cardio dont il ne peut pas faire grand-chose et qui sont rattachés à personne dans l'enregistreur. Là, c'est découplé en termes on n'a pas l'intégralité des données en permanence stockées à tous les niveaux, heureusement. Ok. Je ne suis pas sûr que ça simplifie tout ça, parce que je dirais à chaque fois, vous créez de nouvelles couches, et est-ce que ça ne va pas complexifier finalement l'ensemble des systèmes d'information? Je vous pose la question à tous les trois. Non, je vais bien répondre à ce point-là, même si mes collègues peuvent compléter. Honnêtement, le système d'information, il est déjà très complexe. Tout à fait. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Enfin, voilà. Moi, de mon côté, ça ne va pas en s'arrangeant. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois que c'est négatif, parce que j'essaie toujours de voir le côté positif, mais c'est déjà très complexe. Tout à fait. Le parti qu'on a pris chez Delphi, mais pas que, parce que c'est arrivé dans d'autres sociétés où j'ai travaillé avant, mais en fait, c'est de se dire, la DSI ne peut pas tout contrôler, ne peut pas tout maîtriser. Donc, encore une fois, c'est
pour moi une perte d'énergie de croire qu'on va mettre sous contrôle là on parle des IoT, mais même tous les objets connectés de façon très générale, même si on n'a pas forcément accès à Internet, au web ou quoi que ce soit. C'est de se dire, il faut qu'on trouve des alliés en interne. Et je ne sais pas si c'était un point que tu voulais qu'on aborde après, mais le choix que l'on a fait, c'est de se dire, on ne peut pas au sein de la DSI avoir les experts, quels qu'ils soient. Ce n'est pas notre cœur de métier, même si des sujets sur lesquels on est plutôt averti. Et en fait, le choix qu'on a fait, c'est de monter un partenariat avec les équipes business et de se dire, vous devez vous équiper de compétences qui vont nous permettre de non seulement mieux contrôler le risque, mais surtout de le gérer. Et vous êtes responsable de ce risque-là. Vous devez assumer le fait que vous apportez au sein de l'infrastructure, là je parle on-premise, on est sur l'on-premise, au sein de l'infrastructure des objets qui comportent un risque. Et donc vous devez vous confronter aux règles de bonne conduite, à la charte, quelle qu'elle soit, politique de sécurité, ça c'est du basique, mais au contrôle technique implicite qui fait que vous n'avez pas le droit de connecter sur l'infrastructure des choses qui ne respectent pas un certain nombre de règles. Bien évidemment, dans la troisième catégorie que j'ai citée tout à l'heure, on met tout ce qu'on n'arrive pas à caser dans ce point-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et on a fait des embauches aussi. Donc on a monté des équipes, on a réussi à se structurer dans les équipes business pour qu'il y ait des gens qui gèrent la sécurité de ces équipements-là et qui sont bien plus compétents que mes équipes parce que c'est leur métier. Donc, je vais prendre des exemples très concrets pour essayer d'être un peu plus précis. Quand on fait des communications avec des objets connectés, les prérequis, c'est que ces communications soient non seulement sécurisées, mais avec des niveaux d'encryption qui font partie de nos standards, et que si ça ne respecte pas ça, ils ne passent pas la première étape, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être achetés. Donc, en fait, on a intégré dans notre politique d'achat des annexes qui donnent des contrôles et des prérequis très techniques, et là, c'est vraiment très technique ce que je vous dis, et qui font partie, en fait, des choses qui vont être vérifiées au moment d'un appel d'offres ou au moment d'un achat de matériel. Donc ça, c'est dans le monde idéal, ce que je vous dis. Mais ça reflète quand même une grosse partie de notre démarche. Et bon, après, on va dire 2 ans de retour d'expérience, on se rend compte que les constructeurs, qui étaient un peu récalcitrants, finalement, par la force des choses, par tous je pense, leurs différents clients dont on fait partie, se sont dit que si on veut continuer à vendre ces objets qui sont, là, je ne parle pas de webcam et de choses qui font le buzz, je parle d'objets, des choses qui coûtent quand même assez cher, et ben, en fait, ils suivent la même démarche que nous. Et en fait, ils demandent également des retours d'expérience pour dire, mais de quoi avez-vous besoin demain ? Et en fait, on va essayer de l'intégrer. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Même si la vélocité n'est pas la même suivant les types d'équipements, je dirais, que l'on adresse. Mais si on voit toute la partie automatisme, toute la partie production industrielle, qui est pour nous le nerf de la guerre, on se rend compte aujourd'hui qu'avoir un PC qui est embarqué pour faire de la supervision qui n'est pas sécurisé, c'est même plus le sujet aujourd'hui. De base, il est sécurisé et de base, on a la main et de base, on peut intégrer des choses. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas connecté au réseau. C'est même plus un sujet, c'est une évidence. Donc ça demande du temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts, et je peux comprendre qu'il y a des entités qui ne sont pas capables de faire ça aujourd'hui, parce que ce niveau de confiance entre le business et la DSI, en fait, il est à la fois logique, mais à la fois lié à un travail d'échange et de compréhension et de relations humaines, parce que là, on n'est plus du tout dans la technique. C'est-à-dire, à un moment donné, les personnes qui apportent des devices sur l'infrastructure doivent assumer le risque. Ça, c'est la phrase clé pour moi. On ne doit pas, au sein de la DSI, assumer le risque des objets que l'on ne contrôle pas. Même s'il y a des effets de bord, même si on sait tous que ça arrive et on doit le faire. Mais ça doit être quelque chose qui est basé dans une logique de gestion d'incidents. Mais dans une logique opérationnelle de fabrication, d'industrie et quelque part d'utilisation d'objets connectés, il faut que ça respecte des règles. Et ça demande effectivement un certain nombre d'échanges. Mais pour ce qui est du cas de Delphi, après je parle de 2 ans parce que ça peut prendre le temps d'expérience qu'on a aujourd'hui sur cette approche-là, c'est non seulement positif, mais ça nous donne aujourd'hui une capacité d'adresser des marchés que l'on ne pourrait pas adresser aujourd'hui avec les constructeurs qui, de base aujourd'hui, ne veulent pas assumer le risque de production des objets qu'on fabrique pour eux. Et je vais vous donner un peu plus, si vous ne savez pas ce que Delphi fait, donner des exemples très concrets. Mais aujourd'hui, en fait, quand vous fabriquez des calculateurs d'injection, on va dire c'est des cartes électroniques avec du soft embarqué. Dans un calculateur, et dans les véhicules gamme, il y en a en moyenne 5, il y a plus d'1 million de lignes de code. Un calculateur. Vous en avez 5 juste pour gérer l'injection moteur. D'accord. Si vous rajoutez toute la partie infotainment qu'on fournit aussi, donc tous les écrans digitaux avec le GPS, avec des plugins livrés par exemple par TomTom ou quoi que ce soit, on récupère des blocs de code, on ne développe pas ça, mais on l'intègre. Et on met ça dans une carcasse et on rajoute notre soft et c'est branché sur un réseau interne au véhicule. Tout ça, en fait, c'est
une infrastructure informatique en puissance. Et ça, c'est mis dans une voiture. Il est bien évident que tout ce qu'on fournit, qui est branché bien avant, qu'il y ait quelqu'un qui conduit cette voiture-là, et après, on rentre dans la problématique de données personnelles, il y a des failles potentielles. Il y a obligatoirement des choses sur lesquelles on doit se prémunir au cas où un des devices qui est mis dans un véhicule qui ne nous appartient pas n'ait pas la capacité de rentrer en intrusion avec notre environnement. Donc ça, c'est ce que l'on fait, entre guillemets, avec le business. Et ça, ce n'est pas un boulot de DSI. C'est un travail métier sur lequel il faut des experts et des gens qui sont capables de faire du développement sécurisé, applicatif, et qui sont capables de faire, entre guillemets, des choses qui sont très, très complexes et pour lesquelles les standards aujourd'hui n'existent pas. Donc ça, c'est le contexte automobile. Mais si on sort de ça... Oui. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas des standards communs, mais en tout cas, aujourd'hui, le secteur automobile, pour ce qu'il est, considère que... alors là, je vais rebondir sur le domaine qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, qui est le véhicule connecté. On n'a pas aujourd'hui un modèle qui est prédéfini et qui, entre guillemets, est livré clé en main comme étant un standard. Après, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est logique de développement hardware électronique, il est bien évident que c'est fait dans les mêmes règles, j'imagine, que le monde aéronautique, même si ce n'est pas forcément des référentiels que je connais. Je pense qu'il y a un socle commun. Mais ceci dit, quand on parle de problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui dans l'automobile, ce n'est pas le fait de fabriquer des cartes électroniques et de mettre du soft dedans. C'est le fait de s'assurer que ça, c'est suffisamment fiable pour ne pas être piraté, ou tant bien même il serait piraté, ne pas impacter le bon fonctionnement de l'écosystème dans lequel il est intégré, qui est une voiture. Et on n'a pas les mêmes moyens que l'aéronautique, on ne peut pas tout dupliquer, on ne peut pas mettre en place des réseaux redondants de partout. On a des contraintes économiques, je pense, dans le secteur automobile qui ne sont pas les mêmes que dans le monde aéronautique, qui fait qu'il y a des sujets... je pense qu'on ne peut pas jouer dans la même course certains sujets. Par contre, si on parle de tout ce qui est HSM, encryption, clé de cryptage et tout ça, on est sur les mêmes technos. Enfin, nos partenaires ont dans leur panel client les grands noms du monde aéronautique et là, on utilise, mais là, on achète. Enfin, entre guillemets, on ne développe rien. Hein, mais quand on développe du code et qu'on l'intègre et tout ça, là, c'est notre valeur ajoutée, c'est les produits que l'on fabrique. Et là, quelque part, on doit s'affranchir de tout ça. Donc, en fait, on revient sur des bonnes pratiques, scan de vulnérabilité, scan de code, enfin des choses relativement basiques qu'on fait aussi au sein de la DSI, pas forcément avec les mêmes outils, pas forcément avec le même fréquentiel, mais on reste sur la même démarche. Tout à fait. Et merci d'avoir ouvert le débat. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous nous faites signe et puis on vous donnera la parole. Nicolas, j'étais en train d'écouter ce que vos confrères, l'expérience qu'ils nous rendent. Puis j'étais en train de me mettre à votre place, puisque vous êtes dans un secteur qui, au niveau de l'électronique et l'IoT, est quand même relativement nouveau et sur lequel il n'y a pas de pratique. Et quand on parle d'IoT sur les chantiers, il n'y en a pas. Donc vous êtes obligé de construire à partir d'une page blanche. Donc comment vous envisagez ces problématiques justement qui ont été évoquées, de sécuriser les équipements, de sensibiliser les personnes, etc. Oui, alors c'est là que pour nous c'est très intéressant parce que justement il y a eu beaucoup de choses ont été défrichées avant. Donc c'est en fait comme tout le secteur industriel a déjà largement travaillé sur le sujet, pour nous l'intérêt c'est de reprendre ce qui se fait. On n'est pas aussi totalement sur les mêmes risques non plus, donc ça permet de limiter ces points-là. Là où je rebondis en fait sur deux remarques qui avaient été faites tout à l'heure et qui m'intéressent beaucoup sur le risque de la donnée personnelle. Et nous, on a adopté un peu le même procédé, c'est-à-dire qu'en fait, la donnée à risque, finalement, on la limite, on la cloisonne le plus possible et on la réconcilie en fait nous avec la donnée géolocalisation le plus tard possible. C'est-à-dire que ce qui permet d'associer en fait l'équipement de géolocalisation à une personne, on fait en sorte que ce soit le plus tard dans le processus, voire juste avant de livrer l'information à l'utilisateur, voire même pas du tout quand on a décidé qu'on ne voulait pas que l'utilisateur ait cette information. Et c'est une façon finalement de se débarrasser un peu du risque en disant finalement n'importe qui peut aller attaquer la chaîne à un endroit. On a sans doute des failles. Par contre, en fait, on ne se met pas en danger. On ne met pas en danger les systèmes de production les plus sensibles et on ne se met pas en danger à un point de vue de la donnée personnelle. Donc ça, c'est vraiment une approche que qu'on a eue et qu'on a en fait des expertises aussi qui nous ont été données depuis l'extérieur de gens qui étaient en industrie en fait. D'accord. Hervé. Je vais revenir juste 2 minutes sur les aspects de transparence, mais sur 2 axes. Hein. Le premier, qui est assez évident sur la partie données et caractère personnel, avoir des données personnelles, c'est pas sale. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut être complètement transparent avec les personnes et dire pourquoi on prend ces données et à quoi elles vont servir. C'est essentiellement ça
qui est attendu. Et là, parce qu'on n'aura pas le temps de développer, mais sur la partie notamment IoT ou sur tous ces sujets, le laboratoire d'analyse des innovations de la CNIL, le LINC, a publié un certain nombre de guides très très pratiques sur comment aujourd'hui analyser les chaînes d'échange de données pour rater le moins possible le périmètre de sécurité sur cet aspect-là. Le deuxième axe de transparence, là on a beaucoup parlé des objets sur lesquels on a la main en termes de fabrication, de développement, mais on a aussi une prolifération dans nos systèmes d'objets connectés qui nous sont livrés, qui sont interfacés dans nos systèmes, sur lesquels je constate souvent un défaut de transparence de la part des fabricants, pour le coup, puisque du coup, on nous plug des choses dans notre système, on sait ce qu'elles sont censées produire, on ne sait pas toujours ce qu'elles produisent pour de vrai, dans leur contenu, ni dans leur mode de fonctionnement technique. Ce n'est pas toujours pour des raisons de propriété intellectuelle ou autres nébuleuses, plus ou moins néfastes. On ne nous dit pas toujours comment ça fonctionne réellement. Et on se retrouve dans la situation qu'on a connue avec les PC, les multiplications d'applications, où parfois un objet connecté peut très bien fonctionner, intégré dans notre SI fonctionne pas forcément comme il était prévu, mais comme on n'a pas les détails, et pour peu qu'il cohabite sur le même système d'information, dans les mêmes réseaux, avec d'autres objets connectés qui doivent produire d'autres choses, on a des collisions qui se produisent, et on se retrouve avec un brouhaha de données qui peuvent parfois entrer en collision et créer des difficultés, alors que chaque objet séparément l'un de l'autre fonctionnait bien. C'est là où également, au-delà de la donnée personnelle, d'avoir de la transparence sur le fonctionnement, ou comme je reviens à un point crucial sur le patch management, le maintien en condition opérationnelle de tous ces objets qu'on connecte, le défaut de connaissance qu'on peut avoir de ces objets, y compris le constructeur qui ne maîtrise pas, où on a parlé beaucoup des failles évidentes comme les mots de passe par défaut implémentés dans ces objets, comme c'est plus ou moins des boîtes noires. Parfois, on se retrouve avec des failles énormes sur lesquelles on n'a aucune maîtrise, aucune visibilité jusqu'à ce que ça nous arrive. Vous êtes en train de nous faire peur. Pardon ? C'est un constat. C'est pas rassurant. Après, ça oui. se gère, mais il vaut mieux le savoir. Il y a un problème de responsabilité déjà. Oui. Est-ce que c'est moi, conducteur, responsable de l'automobiliste, ou est-ce que c'est le fabricant de la voiture, ou est-ce que l'intégrateur, ou est-ce que le fabricant du Oui, objet. tout à fait. Voilà. Et puis pareil aussi pour la santé, dans toute la chaîne que vous avez tout à l'heure, il y a quand même... on n'est pas prêt, je pense. Je sais pas, on va peut-être... Pareil aussi en termes opérationnels, sur l'autoroute, et puis je patch management, appliquer le patch, on s'arrête, on patch d'abord le système, mise à jour. Non, mais il y a toutes ces questions-là qui... Alors, c'est déjà d'actualité, ça. Hein. Ça ne me rassure pas forcément. Vous voulez que je vous rassure un peu ou pas? C'est juste pour savoir, je peux le faire sur certains sujets. Oui, Alors Tesla qui est un de nos clients, je peux parler de Tesla parce que c'est un de nos clients, mais ceci dit, bon, Tesla ça fait un peu le buzz. Maintenant, en termes de part de marché, c'est ridicule, mais c'est quand même phénoménal ce qui se passe dans ce monde-là. Donc ça s'appelle le patch over the air, hein, le patch à distance, ça existe déjà. Tesla l'a fait. Et alors je ne sais pas si dans le monde aéronautique ça existe, hein, mais en tout cas on n'a rien inventé. Hein, on n'a rien inventé parce qu'on fait ça dans d'autres domaines depuis des années. Sauf qu'effectivement, il faut donner des règles. Et donc le patch, il ne se fait pas quand on roule. Ça déjà de base. Donc il est bien évident qu'il y a des mises à jour qui sont faites à des moments opportuns d'utilisation de l'objet. Alors si on parle des voitures, mais de plein d'objets. Et les objets connectés, on en a, nous aussi, on les utilise. Et en fait, cette logique de mise à jour, et pour moi, je prends le sujet juste 2 minutes, mais la mise à jour est indispensable dans le monde de l'IoT. Et si on n'a pas des processus mis en place pour faire des mises à jour, quels qu'ils soient, plus ou moins complexes, déjà, on a pris un risque dans le démarrage du process. Après, qu'est-ce qu'on met en place suivant les objets? On ne fait pas les mêmes choses. C'est sûr que quand vous vendez des produits et que vous devez assurer en fait, la continuité de service, mieux vaut vous doter de solutions industrialisées et relativement pertinentes. Quand finalement vous êtes sur des objets qui ne vous appartiennent pas et qui sont finalement avec un risque plutôt mineur, peut-être que cette logique de mise à jour doit être gérée différemment ou peut-être sous-traitée. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit intégré. Mais ça, c'est le pendant de tout objet, non pas qui est connecté, mais tout objet qui a du logiciel. Parce que le problème, il est soft, il est jamais hard, le problème, il est soft. Et après, ça peut avoir un impact sur le hard, mais c'est toujours un problème applicatif. Donc, comment on est capable de mettre à jour ces applications? Effectivement, il vaut mieux avoir les moyens de le faire. Et
comme je disais tout à l'heure, hein, le problème, c'est quand on a des backdoors, quand on a des choses que nous, on veut utiliser aussi pour ces moyens de mise à jour et qui sont détectés et exploités, bah, là, vous vous dites, super, j'ai un truc génial. Je mets à jour en appuyant sur un bouton dans le monde entier, mais celui qui trouve la parade pour faire ça, lui aussi, il est capable de... Et donc, on apprend ça presque tous les jours dans la presse spécialisée pour des constructeurs d'objets et des plus grands noms qu'on utilise dans nos infrastructures. Et là, ces objets, ils sont connectés de base, mais ils gèrent le réseau, ils gèrent l'infra. Donc ça, c'est ça la difficulté. Après, ce que l'on fait, nous, qu'on maîtrise, on a l'impression de le faire bien. Mais avant tout, on s'appuie sur des moyens fournis par des partenaires. Donc, on considère que ces moyens-là, ils doivent être de base, sécurisés, mais... Alors après, chaîne de responsabilité, je sais pas si j'ai le temps de répondre à ce point-là. Oui. On peut. Alors, chaîne de responsabilité. Alors, on va juste l'évoquer après, parce qu'il y avait une question dans le fond, donc pour revenir dans l'actualité, puis on évoquera la chaîne de responsabilité après. Hervé, si vous voulez bien réagir. Ça, c'est un constat partagé sur un certain nombre de choses. Après, je peux vous répondre sur un point concernant la France. Il y a eu de prise de conscience autour de ces sujets. Hein. Les constructeurs sont dans la ligne de mire, enfin les fabricants de devices médicaux notamment, dans la ligne de mire d'un certain nombre d'autorités françaises pour les aider à s'éduquer sur le sujet. Parce qu'à vouloir être time to market, on a été des fois très vite. Et il faut se rappeler que si on reprend le cas de la e-santé, un device connecté médical, c'est pas une montre Fitbit. Hein. C'est un petit peu plus complexe et ça demande un petit peu plus de confiance dans la fabrication pour que l'utilisateur l'utilise bien. Et il y a énormément de points qui n'avaient pas toujours été adressés correctement à un certain nombre d'endroits. La Haute Autorité de Santé a publié il y a un peu moins d'un mois un guide complet à destination des fabricants de ces objets sur comment prendre en compte la sécurité et la privacy dans le cadre de ces objets. C'est un guide qui a été établi conjointement avec la ZIP Santé, la CNIL, l'ANSSI, un certain nombre de partenaires, pour essayer de brosser dans un langage compréhensible par les sociétés qui fabriquent ce genre d'objets, voilà quels sont les points vraiment à adresser, sachant qu'on ne sera jamais totalement à 100% dans le zéro faute. C'est pour ça qu'il y a ce processus de mise à jour qui doit être absolument intégré dès le départ, pour savoir comment je vais gérer, une fois que j'ai développé mon outil, sa vie dans son cycle de vie, la distribution, le maintien pendant tout le temps où il va être utilisé, puis sa destruction, restitution dans les différentes composantes aujourd'hui. C'est vrai que tous ces objets connectés fleurissent un peu dans tous les sens, et ça rejoint cet aspect de transparence que j'évoquais, où dans les basiques de la sécurité, on a besoin d'avoir une cartographie, une vision claire de qu'est-ce qui est intégré dans mon SI ou en dehors, quelles sont les données qui circulent, d'où elles viennent, vers où elles vont. Et c'est là où il y a parfois encore un travail de manque de transparence de la part des différents fournisseurs de ces objets, où c'est pas toujours très clair, soit parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, soit parce qu'ils ont des craintes à partager, à ouvrir ce type de données. Vous ne leur imposez pas un cahier des charges visant justement à respecter la bonne pratique, mise
Si, alors quand on est, nous, acteurs dans le cadre du développement ou de la fabrication de ce type de device, oui, évidemment. Après, je parlais également de tous les objets connectés de sûreté ou autres qui ne sont pas fabriqués par nous, mais dont on a besoin pour assurer qu'on intègre. Et pour le coup, on a beau exiger, parfois, il n'y a pas beaucoup de fabricants dans certains sujets. S'ils n'ont pas voulu le faire, c'est difficile de les faire plier. Et vous les accédez quand même, ils les aiment bien quand même? Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Je peux dire, en fait la difficulté, c'est qu'on ne vit pas dans un monde idéal et qu'en fait, on est mis devant le fait accompli de découvrir des assets et qu'on va taguer IoT parce que c'est le sujet. Et en fait, personne ne nous a sollicité. Et il y a des objets qui sont connectés depuis éventuellement des années, bien avant qu'on adresse le sujet. Et ça, il faut pouvoir le traiter. Et on n'a pas la capacité, en tout cas, je parle au nom de la société pour laquelle je travaille, on n'a pas la capacité de débrancher ces objets-là. C'est pas le sujet. Alors sur certains, on peut le faire parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'impact. Mais quand vous prenez un système de GTB, gestion de bâtiment, et là, Bouygues connaît très bien le sujet, pensez bien que si ça régit toute une infrastructure d'un bâtiment et que ce n'est pas sécurisé, vous n'allez pas le débrancher du jour au lendemain. Par contre, vous allez mettre ce qu'il faut pour essayer de limiter le risque. Et ça, c'est une discussion. Et après, le coup d'après, vous essayez d'être en amont. Mais ça, c'est un peu la vraie vie. On vit ça tous les jours, ça exagère, mais on vit ça au quotidien. De découvrir des objets qui ne sont pas sécurisés. Et pas forcément qui contiennent de la donnée à caractère personnel ou quoi que ce soit, mais juste, ils ne sont pas sécurisés. Donc, ils sont un moyen d'intrusion sur le système d'information. Ça, c'est notre pain quotidien. Ouais. On fait ça régulièrement. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est pas propre à l'IoT, ça. Ouais. C'est propre à tous les objets qui communiquent. Voilà. Après, comment on se dote de moyens pour limiter la surface d'attaque, ce que je disais au début, et comment on contrôle le risque. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est notre métier. Et à nous de mettre en place les contrôles qui vont bien. Alors, ça passe par des contrôles aussi plus administratifs, cahier des charges, politiques. Ça, c'est évident. C'est les fondamentaux, il les faut. Ils doivent évoluer. Mais il y a des vrais contrôles techniques et des capacités d'intervention que l'on doit pouvoir mettre en œuvre. Et là, ça devient un vrai sujet, c'est de se dire à un moment donné qui a l'autorité de dire, si on découvre une faille qui va impacter le business à telle hauteur, donc ça, c'est des matrices de décision, tout ça, on déconnecte le site, on déconnecte l'usine, on éteint, on coupe le compteur. Ça, c'est une vraie question. Et ce n'est pas moi qui l'apprends. Par contre, j'apporte le sujet, et pas le seul, hein, on fait ça dans notre métier. Et après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut dire oui, non. Mais il faut juste assumer le risque. Et ça, c'est un vrai problème auquel on est confronté. Et ce n'est pas quelque chose où on peut se dire parce qu'un tel a fait ça, on va faire la même chose. C'est propre au business, c'est propre à l'impact. Et surtout, et là, je reviens sur un sujet qui est la courbe de maturité. Il y a des sociétés qui ont cette capacité de décision parce qu'à très haut niveau, ils comprennent les enjeux. Et il y en a d'autres qui disent ça fait 10 ans que ça marche comme ça, pourquoi on changerait ? Jusqu'au temps qu'il n'y a pas de problème, ils disent on assume. Donc après, c'est vraiment très personnel et très propre à chaque entité. Je vais intervenir parce que vous avez vu que la porte s'est ouverte. On est tellement passionné par ce que vous dites qu'on n'a pas vu le temps passer. Donc on arrive bientôt. Alors profitons-en, il nous reste un petit peu de temps quand même. Je pense que le sujet... Oui. Je n'ai pas fait référence aux normes ISO sur lesquelles on travaille, mais il y a des normes qui sont en cours d'écriture. Et voilà. On fait partie des gens qui valident et qui revoient cette norme-là. Mais vous êtes en train d'attaquer avec des gros mots, là. On va avoir du mal. Non, surtout que la table ronde se termine. Non, surtout que la table ronde va se terminer. Donc, si vous avez peut-être une question à poser, alors. Alors, tout à fait. Alors, encore, non, on n'a plus aucune responsabilité. Et vous l'avez dit indirectement. Non. Aujourd'hui, non. Demain, oui. Mais en fait, alors, on pourrait reparler 1 heure juste de ça. Oui, tout à fait. Donc là, je vais essayer d'être bref. La question est pertinente, bien entendu. Mais au moment où on se parle, ce n'est pas d'actualité. Parce que les contrats sont faits de telle sorte que la responsabilité est entièrement assumée par les constructeurs. Par contre, les données qu'on génère
qui les exploite. Pour quelle raison ? Si demain on devient ce qu'on appelle un fournisseur de services, ces données aujourd'hui, on définit tout l'écosystème, le constructeur il les gère ou il les gère pas. Demain, notre business model, mais on n'est pas les seuls, tout le monde veut y aller, parce que c'est là la valoriser la donnée. C'est demain on veut vendre la data. Et donc comment on le fait ? Ah oui, non, mais je dis pas que personne ne le fait, mais aujourd'hui, Delphi le fait pas. C'est pas dans la cartographie. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet sur lequel il faut énormément d'investissement et pour lequel, aujourd'hui, il n'y a pas de standard. Et donc, ceux qui se battent dans ce niveau-là, c'est les constructeurs. Ceux qui ont les moyens d'amorcer la pompe, c'est les constructeurs. Et les équipementiers, moi je travaillais chez Valeo avant, pour faire très simple. Chez Valeo, on a eu des sujets comme ça. Mais voilà, ça se cherche. Donc, et c'est pas moi qui ai fait ce choix-là. En fait, on a préféré investir pour développer des technologies qui sont beaucoup plus court terme, qu'est le véhicule autonome, qui est quand même un des axes majeurs sur lequel on développe. Tous les systèmes asservis autonomes que vous avez dans tous les véhicules allemands, c'est du Delphi ou du Bosch. Voilà. Après, vous avez une chance sur deux. Donc, c'est là-dessus qu'on est. Ça se vend aujourd'hui, et heureusement que ça se vend, parce que sinon, on n'existerait plus. Et alors, tout ce que l'on parle après, ça viendra dans 2 ans. Oui. Donc là, au moment où on se parle, c'est dans les cartons. Ce qui revient à la question sur la chaîne de responsabilité, on va terminer là-dessus. Hervé, peut-être, la chaîne de responsabilité, vous pouvez l'évoquer ? Oui, après ça va dépendre du point de vue. Alors sur le cas des devices médicaux sur lesquels tout à fait. On a fait le choix aujourd'hui dans notre branche qui est WeHealth de se positionner comme sous-traitant plutôt que distributeur, quand bien même les données on ne les gère pas nous-mêmes, mais on est le représentant frontal vis-à-vis des hôpitaux, des médecins et autres qui seront nos clients finaux. Et derrière nous, on assure, nous, les garanties de sécurité vis-à-vis de l'éditeur de la solution, d'un côté, les hébergeurs de l'autre, et toute la chaîne de sous-traitance qui accompagne ces équipements. Et en termes de responsabilité, là, on va rejoindre les partages de responsabilité qu'on a dans le cadre du RGPD, puisqu'on est sur des données de santé à caractère personnel. Il faut l'évoquer également, oui. Dès le départ, c'est un gros sujet qu'on a adressé, de définir qui est responsable de quoi. Forcément. Alors, il y a du fabricant avec le marquage CE jusqu'à la distribution et l'utilisation de qui est responsable de quelle partie du sujet. Puisque, en plus, en matière de données à caractère personnel, sur les données de santé, si on exclut le device à l'usage propre du patient, mais qui est quelque chose qui est managé par un hôpital ou par des médecins, c'est l'hôpital et le médecin qui sont responsables de traitement vis-à-vis des données de leurs patients. Et nous, on porte une responsabilité dans le support et la confidentialité, la sécurité de la solution utilisée au bénéfice d'un patient jusqu'à la chaîne de sous-traitance que ce soit l'éditeur ou l'hébergeur. Donc là, c'est des schémas qui sont relativement complexes, qui doivent être décrits clairement, en toute transparence dans tous les contrats, et ça fait l'objet d'un certain nombre de réflexions. Et tous ces sujets doivent absolument être brassés dès le départ pour ne pas avoir de surprise à l'arrivée sur qui est responsable de quoi. Que c'est des problématiques. D'où la pertinence de la thématique de cette table ronde, sécurité et transparence. Je vous propose de les applaudir, parce que c'est... Voilà. Alors, certes, on est très loin d'avoir évoqué tous les sujets, il restait plein de choses, on n'a même pas à peine esquissé le véhicule autonome. Et puis alors attention, bientôt il y aura la grue et le bulldozer autonome, donc là on va rentrer dans les domaines qui vont être beaucoup plus lourds. Donc merci à vous de nous avoir écoutés.